déjà là. Et donc, je vais un peu essayer d'approfondir, parce que c'est quand même mon travail de me poser la question d'où viennent toutes ces notions dont on a parlé. Et donc là, je vais parler un peu des notions que j'ai évoquées hier dans ce modèle-là. Et avec le système approximatif de nombres, avec le système symbolique exact à côté, avec l'idée que l'espace sous-tend un peu la représentation des nombres, et l'attention aussi joue un rôle là-dessus. Et donc tout ça c'est intéressant, mais on peut se poser la question, mais d'où il prend toutes ces idées? Et c'est pour ça que je vais réintroduire les idées et les expériences qui ont montré, qui ont amené à ça. Donc, la première idée, c'était qu'on a un système approximatif des quantités qui nous permet d'apercevoir et de représenter des quantités approximativement. C'est-à-dire, je peux regarder, bon, il y a à peu près une cinquantaine, soixantaine de personnes peut-être ici, peut-être une centaine, je ne sais pas, c'est approximatif. Je ne vais pas commencer à compter. Et donc, comment on peut tester ce système? La tâche la plus utilisée, c'est cela. On montre deux nuages de points et on demande au sujet de choisir le plus nombreux. Donc là, c'est la gauche. Et en fonction de la ratio entre les deux quantités, donc ici, c'est 5 divisé par 2, donc la ratio, c'est... Faites le calcul. On peut regarder le temps de réponse. Et on voit que dès que cette ratio s'approche de 1, donc dès que la distance numérique c'est plus petit, genre 5 et 6, c'est beaucoup plus difficile que 1 et 5, parce que le ratio entre 5 et 6 est plus proche de 1. C'est ce qu'on voit à droite. Et on voit ici, chaque point représente un essai. Donc on a fait ça plusieurs fois avec une personne. Et en vert, on voit le temps de réponse des humains. Et en orange, on peut faire ça avec des singes aussi. Donc eux aussi, ils arrivent. Donc c'est l'idée là que ce système-là, il est là non seulement pour nous, les hommes, les humains, mais aussi pour beaucoup d'espèces. Donc les singes, les poissons, les oiseaux, bon, beaucoup d'espèces. Donc c'est un truc qui a évolué dans l'évolution, qui est apparu dans l'évolution beaucoup plus tôt. On partage ça avec beaucoup d'espèces. Une autre manière de représenter ça, c'est de faire la même tâche. Et on représente ici maintenant le taux d'erreur. Donc, ou inversement, le nombre de fois qu'une personne a répondu que la quantité à droite est plus grande que la quantité à gauche. Donc à gauche, vous voyez, en bas de l'échelle, il y avait toujours une quantité qui était 16. Et, oui, 16. Et à côté de ça, il y avait une autre quantité qui était représentée, qui était plus petit ou plus grand. Et donc, si c'est la moitié, par exemple 16 et 8, à droite, à 8, personne ne dit que 8 est plus grand que 16. Donc ça, c'est comme ça. Et dès qu'on augmente la quantité à droite, ça augmente aussi, ça s'approche de 50% parce qu'on ne peut plus distinguer. Et quand on éloigne encore, tout en haut, on voyait que 5 et 1, c'est très clair que tout gauche est plus petit que droite. Donc voilà, on arrive à ça. Et ça prend toujours cette forme d'un petit S. Et on voit ici que cette fonction psychométrique, ça s'appelle, elle n'est pas parallèle à gauche, parce que ici j'ai utilisé une échelle, voilà, linéaire. Et on voit qu'avec deux quantités différentes, avec des quantités plus grandes, ça apparaît plus difficile. Mais si c'est un système qui est basé sur le ratio, ça ne devrait pas être plus difficile. Et justement, quand on regarde à droite, si je retrace les mêmes données sur une échelle logarithmique qui est comprimée, ça devient parallèle. Donc le système, il marche avec le ratio et pas avec la distance linéaire. C'est ça ce que ça veut dire. Donc c'est toujours la même quantité, c'est toujours la même difficulté, il a toujours la même acuité. Et on peut aussi voir que, idéalement, lorsqu'on fait ce type de comparaison, on aurait une petite une marche. Genre, dès que c'est plus petit, c'est 0%, et dès que c'est plus grand, c'est 100%. Donc ça, c'est une marche. Voilà.
On n'a pas ça. On a un truc qui est plus incliné. Et plus c'est raide, plus c'est exact. Plus ça s'approche d'une marche. Plus c'est horizontal, moins c'est bon. Donc, ce paramètre de la pente de cette fonction, c'est un indice de l'acuité, de la précision de ce système. Okay, donc, on peut maintenant mesurer ce système. Et on a aussi un paramètre qui nous dit, bon, à quel point quelqu'un est capable de faire ça, quelle est son acuité, sa précision de ce système. Voilà. Donc maintenant, on a réfléchi comment on peut expliquer cette performance. Et on s'est dit, parce que c'est approximatif, chaque quantité est associée à une sorte de bruit dans le système cognitif. Et c'est ce qu'on voit ici. On a cette ligne numérique et chaque gaussienne est centrée sur une quantité, mais il y a aussi un peu de bruit autour. Et plus ce bruit est large, moins ce système peut comparer les quantités. Ici, le bruit est constant à travers toute la ligne, mais on voit que dès que les deux quantités se sont rapprochées, il y a un chevauchement plus important. Et plus ce chevauchement est important, moins c'est facile de comparer. Donc ça, c'est pour expliquer l'effet de distance. Et en bas, on voit que lorsqu'on se déplace plus à droite, les quantités sont plus rapprochées parce que c'est comprimé logarithmique, donc ils sont plus rapprochés l'un de l'autre, plus ils se chevauchent. Donc là aussi, on peut dire que bon, dès qu'on a ça, on appelle ça l'effet de taille. Voilà. Et comme ça, on explique la performance qu'on observe dans ce type de tâches. Donc, d'où l'idée qu'on a une ligne numérique avec une sorte de bruit autour de chaque numérosité et une sorte de compression logarithmique. Bon, très bien. Voilà. Voilà. Maintenant, on s'est posé la question, mais à quel moment est-ce qu'on peut observer ça? J'ai dit qu'on partage ce système avec beaucoup d'espèces. Et ça veut dire peut-être que c'est là déjà très très tôt pour les enfants déjà. Et il y a des collègues qui ont fait une étude en utilisant l'IRMF. Donc ils ont posé les enfants dans un scanner et on leur a montré ce type de tâches où ils ont été habitués à une sorte de numérosité. Donc un nuage de points apparaissait à plusieurs reprises. Donc chaque image, c'est une nouvelle quantité qui est représentée. Et le nombre de points ne change pas. À plusieurs reprises, c'est toujours la même quantité. Et à un moment, ils se sont habitués. Bon, ils s'ennuient un peu peut-être même. Le système cognitif aussi, parce que lorsqu'on fait ce type de tâche, on habitue un enfant ou un humain à un stimulus comme ça. Le système qui est dédié à traiter ce type d'information, il diminue son activité parce qu'il n'y a rien de nouveau. Il a déjà traité cette information, donc il s'en lasse. Bon, j'ai déjà vu, je diminue. Jusqu'au moment où il y a un déviant qui est présenté. Là, le dernier est beaucoup plus petit, la quantité est plus petite. Donc là, ce système se dit, ah, ça c'est nouveau, je recommence mon travail. Parce que c'est une nouvelle information que je dois transmettre au système cognitif. Et on voit aussi qu'il y a plusieurs ratios qui ont été présentés, plus ou moins proches. Et ce qu'on observe maintenant dans le cerveau, dans le sillon intrapariétal, qui sépare le cortex pariétal supérieur et inférieur, il y a un effet de cette ratio, de déviant à la quantité d'habituation. Donc plus cette ratio est proche de 1, moins il y a une reprise d'activité. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus loin c'est de 1, plus la quantité est différente du stimulus d'habituation, plus le système va dire « Ah, là c'est nouveau, je dois reprendre mon travail ». Et ça, c'est ce qu'on voit à droite, avec cette courbe-là qui trace
la reprise d'activation en fonction du ratio. Donc plus proche de 1, petit changement d'activité, plus loin de 1, beaucoup d'activité de nouveau. Et ça, c'est les enfants entre 3,5 et 6 ans qui montrent ça. Donc très très tôt, on peut montrer ce type de performance chez les humains. Donc c'est déjà là très tôt. Pour tout vous dire, il y a aussi des expériences avec, pas dans l'IRMF, mais comportementales, avec des bébés de 2 jours. Et on les a aussi habitués à des sons, à des quantités de sons. Et là, on montre aussi un effet similaire, mais pas au niveau du cerveau, mais dans le comportement. OK. Donc, il est là, ce système, mais et pour vous dire à quel point il est fort, je vais faire cette petite expérience avec vous. Essayez de fixer le point rouge là pendant 30 secondes. Okay, je vais regarder ma montre parce que pour moi, le temps est beaucoup plus rapide que pour vous. Essayez de fixer encore. Parce que je suis plus excité. On fixe toujours. Toujours le point rouge. Ne bougez pas les yeux. Fixez le point rouge. Bougez pas les yeux. Et dès que je vais changer maintenant le diapo, vous allez me dire de quel côté vous voyez plus de points. Vous êtes prêts? À droite, vous avez vu de plus. Donc je remonte là. Voilà, vous avez vu plus de points à droite qu'à gauche. Ouais, parce que votre système à gauche a été adapté à cette grand nombre. Donc il aurait fallu beaucoup plus de stimuli pour percevoir la même quantité. Donc ce que vous avez perçu, c'est à droite, il y a plus de nombres, mais je vais remontrer cette image que vous avez vue en fait. Vous voyez, c'est le même. C'est exactement pareil. Donc c'est assez fort et c'est un système qu'on dit que bon, peut-être c'est quelque chose de très 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 basal, visuel même. Et on dit, il y a l'idée que ce système approximatif de nombres, elle est quelque chose qui est ancré comme un système très basal au niveau de contraste, couleur et tout ça. Qui marche toujours, qui est toujours là, qui donne des informations en permanence. Mais des fois, on se rend compte, et des fois, on ne se rend pas compte, comme pour la couleur, et qui est très basal. Ça, c'est l'idée que le système de nombres, c'est peut-être même un truc visuel. OK. Donc, maintenant, on a établi ce système, on a vu comment on peut le mesurer, à quel point on peut l'habituer et tout ça. Mais pourquoi c'est important? Pourquoi on s'amuse à ça? Parce que, pour revenir à la dyscalculie, je crois que je vais passer ça parce qu'on a déjà vu ça. Il avait l'idée de faire le lien entre ce système-là et les difficultés d'apprentissage de mathématiques. Et je vous ai dit déjà hier qu'il y a 2 hypothèses. Une qui se dit core deficit, où on dit que le système approximatif de nombres, le ANS en anglais, représente la fondation pour les capacités arithmétiques, sur lesquelles on se base pour apprendre, pour donner sens aux chiffres qu'on apprend. Et une déficience dans ce module conduit aux troubles d'apprentissage. Donc il y a notamment des études comme ça qui montrent que ce système est mature, donc au début il n'est pas aussi performant qu'à l'âge adulte, mais les enfants avec une dyscalculie développementale, c'est le point rouge, à l'âge de 10 ans, ils ont la même précision dans ce système-là, que vous ai dit on peut mesurer avec cette pente, de cette fonction psychométrique. À l'âge de 10 ans, leur système est aussi performant que le système d'un enfant qui a 5 ans et qui n'a pas de trouble d'apprentissage mathématique. Donc là, on peut se dire peut-être qu'il y a un retard de développement dans ce système-là qui amène à ce trouble-là. Deuxièmement, on a montré que cette précision de ce système elle corrèle avec les performances mathématiques dans des tests formels.
donc avec des chiffres et tout. Donc ici, on voit la fraction Weber, plus elle est petite, plus la performance dans un test mathématique est bon. Et on a aussi montré qu'il y a des enfants qui montrent un plus faible volume de matière grise au niveau sillon intrapariétal lorsqu'ils ont un développement dyscalculie. Le même système que je vous ai montré tout à l'heure. OK, donc maintenant on a fait une petite étude. Non, maintenant il y avait une deuxième hypothèse qui était l'hypothèse de Marie-Pascale Noël qui dit non, ce que je vois plutôt dans les données, c'est que à plus jeune âge, il n'y a pas de différence dans ce système-là entre les enfants qui sont normaux et les enfants qui développent une dyscalculie. C'est plus tard que ça arrive, la différence dans ce système-là, à l'âge de 8, 10 peut-être. Mais à l'âge de 6 ans, il n'y a pas de différence. Il y a une différence dans le traitement des symboles. Ça, dès le petit âge, ça existe. OK. Donc, elle a dit, peut-être c'est un problème d'accès, le lien entre les symboles et le SNA. Donc, on a fait une étude avec des collègues au Brésil où on a testé des enfants entre 6 et 12 ans d'une manière transversale. Et on a divisé le groupe en deux parties. Des enfants qui étaient en dessous des 25% de performance, on les appelle avec des difficultés en mathématiques, et les enfants au-delà de cette seuil. En total, on avait 200 enfants. Et avec ces enfants, on a fait plusieurs tests. On a fait une test de performance mathématique, normée en Brésil. On a fait un test d'intelligence, on a fait d'autres tests de calcul exact et on a introduit aussi plusieurs mesures pour mesurer le SNA, le système approximatif de nombres. Donc, le tâche que je vous ai déjà montré, choisir la plus grande quantité. Deuxième tâche, c'était une addition et soustraction, non, je crois que c'est seulement addition, non symbolique, où on a démontré des nuages de points, un deuxième nuage de points, et on a démontré une sorte d'option parmi lesquelles les enfants devaient choisir le plus proche du résultat. Okay? Donc addition non symbolique, parce qu'on ne pouvait pas s'amuser à compter des petits points. Il y en avait trop. Et finalement, on avait une petite tâche d'estimation non symbolique. On a demandé aux enfants, bon, combien de points est-ce que tu vois? On a démontré, flashé comme ça. Ils devaient noter dans l'ordinateur leur réponse. Okay? Donc là, vous dites peut-être une vingtaine. Okay. Donc ils ont noté une vingtaine. Et qu'est-ce qu'on a pu montrer? On a pu montrer que dans cette tâche-là, choisir le plus grand, au début le début de notre échantillon, avec alors, les enfants les plus jeunes, ils ne montraient pas de différence entre les enfants, il n'y avait pas de différence dans cette tâche-là entre les enfants avec des difficultés en mathématiques et les autres, les contrôles. Mais plus tard, il y en avait. Donc les plus âgés, ils montraient cette difficulté. Donc là, on voit que les enfants de contrôle qui développent normalement leur capacité mathématique, ils dépassent les autres. Au début, non. Maintenant, on a introduit un deuxième index, je passe les détails, mais on a pris ce qu'on appelle le coefficient of variation, c'est la ratio entre écart type et moyenne. Et on a montré que là aussi, au début, non pas aussi, mais là, c'était au début qu'il y avait une différence entre les enfants qui ont des troubles mathématiques et les contrôles qui disparaît à la fin. Et finalement, l'arithmétique non symbolique, on a montré qu'il y avait une différence entre ces deux groupes dès le début qui persistait jusqu'à la fin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les hypothèses que je tracées, le core déficit ou le déficit d'accès? Ici, on voit que dans cette tâche-là, au début, il n'y avait pas de différence. À la fin, il y en avait. Exactement que l'a prédit Marie-Pascale Noël. Donc ça, c'est
ça soutient l'idée que c'est plutôt un déficit d'accès, une déficience d'accès, qu'une déficience de corps. L'inverse pour tout ce qui est estimation. Là, au début, il y a une différence, mais à la fin, ils s'amélioraient tous les deux. Et les enfants avec des troubles mathématiques encore plus que les contrôles. Et pour tout ce qui est non symbolique, addition non symbolique, on a démontré une différence qui persistait tout au long de cette période. Donc pour l'instant, c'est pour ça que je vous ai présenté les deux hypothèses. Pour l'instant, on ne peut pas encore vraiment différencier parce qu'on a des pièces d'évidence qui montrent d'un sens et de l'autre. Pour l'instant, on ne peut pas dire que oui, c'est plutôt celle-là ou plutôt celle-là. En total, on a fait plusieurs analyses après que je vais vous épargner maintenant. On a montré que c'est plutôt favorable à l'idée de déficience d'accès que d'autres, mais on ne peut pas dire avec certitude que c'est celle-là, c'est cette hypothèse-là. Voilà. Mais prudemment, ça peut être une hypothèse de travail pour le futur pour moi. OK. Je vous ai parlé d'idée de l'ANS, de système approximatif, mais je vous ai aussi introduit un système à part qui est là pour les systèmes, pour les chiffres symboliques, les nombres. Et exact. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus de bruit gaussien, mais il y a plutôt des activations très, très raides, voilà, très concentrées. Mais d'où ça vient? Bon, quelle est l'idée de cela? Parce qu'au début, on a vu aussi qu'avec les symboles les nombres symboliques, on a le même effet de distance qu'avec les nuages de points. Donc ici, je vous ai tracé le temps de réaction pour 3 groupes d'âge, 6, 7 et 8 ans. Et vous voyez que le temps de réaction augmente dès que la distance entre deux chiffres diminue lorsqu'on doit dire quel est le plus grand chiffre entre les deux, 3 ou 2. Bon, c'est 3. Et là, c'est distance 1, donc c'est une des conditions les plus difficiles. Donc au début, on a pris cet effet de distance, ça s'appelle, pour un soutien de l'idée que ça provient du même système, le même système approximatif. Mais on peut aussi argumenter, non, peut-être que c'est justement un système symbolique qui s'apprend et qui est à part. Et donc là, on dirait que si on a un système à part, les deux effets, distance et taille, ils se séparent. Parce qu'il y en a un qui est plus lié à la fréquence avec laquelle on rencontre les symboles, et l'autre est plus lié à la distance entre les deux, symbolique. Et cette idée a été testée par Krejci, un collègue hongrois, qui a montré à des sujets adultes et sains 2 tâches de comparaison, une avec des nuages de points et l'autre avec des chiffres arabes. Il a justement tracé la corrélation entre l'effet de taille et l'effet de distance. Si ça provient du même système, comme dit l'idée qu'on a un système symbolique, un ANS approximatif, et ça provient de là, il devrait corréler, et c'est ce qu'il a prouvé pour les nuages de points, donc les dots. En revanche, pour tout ce qui est chiffres arabes, il n'y avait pas cette corrélation. Donc ça veut dire que les deux effets se séparent, ils se détachent. Ça veut dire qu'ils ne proviennent pas du même système. Et c'est de là vient l'idée que peut-être on a un système à part pour les symboles et pour les quantités non symboliques, approximatives. Voilà, une pièce d'évidence. Une autre était cette étude-là qui était menée par les collègues en Canada, qui ont montré aux sujets sains adultes dans le scanner IRM des nuages de points ou des chiffres. Et leur tâche était justement de dire est-ce que le 7 est le même chiffre que le 9? Est-ce que le nuage de points a changé en quantité ou pas? C'était la tâche. Ils ont fait ça, ils ont montré l'activité qui chevauche le long le sillon intrapariétal qu'on a déjà vu, à gauche et à droite. Donc dans les deux hémisphères. Et sans rentrer dans les détails, on peut s'imaginer que
lorsqu'on a cette idée de gaussienne qui est centrée sur une quantité avec un peu de bruit, plus les chiffres sont rapprochés, plus ils se chevauchent. Voilà. Et ça dépend de la distance entre les deux distributions et de le taux de bruit. Voilà, taux de bruit. Pardon, je cherchais mes mots. Parce qu'ici, on peut regarder si les gaussiennes sont très larges, il y a plus de chevauchement. S'ils sont très étroites, il y a moins de chevauchement. Et c'est ce qu'on voit à droite, avec une tuning width, ils appellent ça, le taux de bruit, de 80%, peu importe, plus grand, il y a plus de chevauchement. Et lorsqu'on s'approche de 20%, c'est plus étroite les gaussiennes, il y a moins de chevauchement entre les chiffres, les distributions voisines. Et ce qu'ils ont montré, finalement, c'est que pour les nuages de points, ça marche très bien. On voit cette montagne-là, cette baiser, qui montre le chevauchement des gaussiennes. Mais pour les chiffres arabes, on voit ce type de crêpe-là, à droite, qui montre qu'il n'y a pas de chevauchement. Donc, il y a plutôt pas... c'est plutôt des catégories. Lorsqu'on parle des chiffres arabes, c'est des symboles qui sont plutôt catégoriels et qui se chevauchent très très peu, si même, voire pas du tout. Donc d'où vient l'idée que peut-être on a un système à part pour les systèmes symboliques, pour les chiffres arabes, qui est un peu à part finalement après un long apprentissage du système approximatif de nombres. J'ai encore combien de temps? 15 minutes. Wow. Je vais finir même avant. La dernière notion dont je voulais parler, c'est l'idée que tout ça, toute cette représentation numérique, elle est spatiale. Parce que je vous ai présenté ça sous forme de lignes. Donc ça veut dire que c'est une représentation spatiale. Mais encore une fois, j'aurais pu montrer ça en forme de réseau avec plus ou moins des traits qui connectent les petits nœuds plus épais ou pas. Donc c'est pas, rien ne me dit que c'est vraiment spatial, cette représentation. Donc quelles sont les preuves pour dire que c'est une représentation spatiale lorsqu'on parle de quantité numérique? Un des effets qui a été pris comme preuve pour cette idée, c'est le fait SNARK. Vous en avez déjà parlé, je ne sais pas, mais entendu. C'est une tâche très simple. On voit un petit bonhomme devant un écran avec une chiffre sur l'écran et son tâche est de dire est-ce que cette chiffre est pair ou impair. Okay, donc si c'est pair, tu touches à droite. Si c'est gauche, tu appuies une touche à gauche. Okay, ça, c'est la tâche. Très simple. Au milieu de l'expérience, on inverse cette association entre réponse et touche. Okay, donc la deuxième partie de l'expérience, si c'est pair, tu appuies à gauche. Si c'est impair, à droite. Donc pour chaque chiffre, à la fin de l'expérience, on a deux réponses. Une de la main droite et une de la main gauche. Et ce qui a été démontré maintenant, c'est qu'une congruence entre la position de la main et la taille numérique du chiffre. C'est-à-dire, quand le chiffre est plus à droite de la ligne de montagne numérique, c'est répondu plus rapidement avec la main droite. Si ça se trouve à gauche, donc plus petite, c'est plus rapidement répondu avec la main gauche. Okay, ça, c'est l'hypothèse de congruence entre la position du chiffre sur une représentation spatiale numérique, la ligne de montagne numérique, et la position de la touche extérieure dans l'espace physique. Quand c'est congruent, ça va plus vite par rapport à quand c'est incongruent. Ça, c'est l'effet SNARK, Spatial Numerical Association of Response Codes. Voilà. C'est M. Dehaene qui l'a trouvé, et depuis, il est là et personne ne sait l'expliquer. Donc ça, c'est l'explication qu'il lui a donnée, qui est très jolie, mais qui amène à des hypothèses. Et une hypothèse qu'on a testée, si c'est ça, plus la position est importante, plus le SNARK effet est important aussi.
quand la position du chiffre sur la représentation numérique n'est pas importante, peut-être on ne trouve pas de SNARK. Donc la question est comment rendre cette position importante. Et une manière de la rendre importante, c'est qu'elle est associée avec la quantité numérique. Donc de trouver des tâches qui jouent plus ou moins dans le traitement de l'information numérique quantitative. Et on a trouvé 4 tâches pour faire ça. Voilà, on a trouvé des tâches où les sujets devaient juger la couleur du chiffre sur l'écran, voilà, où ils devaient juger la quantité, juger la parité, donc c'est pair ou impair, où ils devaient juger la phonologie. Donc c'était en allemand, donc on a fait chercher les sujets une sorte de syllabe si elle se trouve dans le mot nombre ou pas. Donc voilà. Et on peut se dire avec couleur, la quantité ne rentre pas dans le jeu. La couleur d'un chiffre, c'est très rapidement, on le voit. Il ne faut pas activer la quantité. La quantité, tâche quantité, oui, là, ça joue le plus. Tâche parité, ça joue un peu moins. Il faut quand même accéder aux chiffres pour voir est-ce que c'est divisible par 2 ou pas. Phonologie, pas du tout. Mais ce qu'on a vu, c'est que le snark effect, ici je trace le slope de snark effect, donc plus ça va en bas, plus la pente elle est raide, plus le snark effect est prononcé. Elle suit très parfaitement le temps de réaction général. Et elle ne suit pas du tout l'idée que plus on doit traiter la quantité du nombre profondément, plus il y a un snark effect. Non, c'est plutôt le temps de réaction totale qui prédit la taille du snark effect. Donc cette idée que oui, c'est la congruence entre la quantité et la position, je reste sceptique. Et c'est tout là la beauté de mon métier, d'essayer de trouver des hypothèses qui sont déduites, qu'on peut déduire d'une hypothèse qui a formulé quelqu'un, et de montrer que c'est pas ça. Et c'est ce que j'ai montré ça. Maintenant, comment expliquer le SNARK? Qu'est-ce qu'il nous dit? Je ne sais pas. Mais il y a quand même des preuves pour dire que la représentation du nombre est spatiale. Notamment des patients qui souffrent d'un neglect spatial. Souvent, ça arrive quand on a un petit infarctus, une lésion dans les aires temporopariétales, droite. Et en conséquence, ces patients-là, ils ont du mal de représenter tout ce qui est espace gauche, visuel gauche. Donc, par exemple, on leur dit est-ce que tu peux copier l'image d'une fleur? Est-ce qu'ils vont faire ça en haut à droite? Ils vont dessiner toutes les pétales à droite, mais ils vont oublier toutes les pétales à gauche. Lorsqu'on leur demande est-ce que tu peux nous tracer un montre? Même chose, ils tracent tous les chiffres à droite du montre, mais à gauche, ils oublient. Lorsqu'on leur demande de tracer le milieu d'une ligne, c'est ce qu'on voit ici, leur milieu de cette ligne, elle est très nettement trop à droite, comme s'ils négligent toute la partie gauche de cette ligne. Donc c'est ça leur trouble. Bon, ils mangent que la moitié droite de leur assiette, ils se rasent qu'une d'un côté, et bon, ils se coignent souvent l'épaule contre la porte et tout ça. Donc c'est assez dramatique cette neglect. Maintenant, on a demandé à ces patients quel est le nombre, quel nombre tombe au milieu de 1 et 9. Donc normalement c'est 5, mais le patient répond 6. Et plus cet intervalle entre 1 et 9, c'est un intervalle de 9, plus elle est grande, plus cette erreur est grande. Donc là, c'est une erreur de 1, parce qu'il surestime de 1, entre 5 et 6. 5 est la vraie moitié, et 6 est sa réponse. Et c'est ce qu'on trace ici pour les patients à gauche, qu'on voit que plus cet intervalle est grand, plus il dévie vers la côté droite de la ligne mentale numérique. Parce qu'il néglige tout cette côté gauche de la ligne mentale numérique. Et ça les apporte à une fausse réponse. D'autres patients qui ont des troubles neurologiques comparables, mais pas neglect, ils ne montrent pas ça.
et des sujets sains non plus. Un autre effet qui a été montré, c'est ce biais-là qu'on trouve lorsqu'on fait des additions et des soustractions. On a pu montrer que lorsqu'on fait des additions, on peut faire une certaine préférence pour des résultats qui sont trop grands, et lorsqu'on fait des soustractions, on a une certaine préférence pour les résultats qui sont trop petits. Comme si on se déplaçait attentionnellement sous la ligne montagne numérique, vers la droite et vers la gauche, pour les additions vers la droite, pour les soustractions vers la gauche. Et ce déplacement attentionnel sous la ligne numérique amène à un biais. Et ce biais, ça s'appelle Operation Momentum. Il a été démontré maintenant plusieurs fois dans plusieurs populations, plusieurs types de stimuli, et aussi lié à ce déplacement attentionnel. Et cette idée de déplacement attentionnel, lorsqu'on fait des additions-soustractions, a été démontrée aussi avec ce type de paradigme-là, où on montre au sujet des additions ou des soustractions, et après, on présente un petit target, un cible sur l'écran, avec la tâche de « est-ce que tu peux appuyer sur un bouton aussi vite que tu le vois ?» Bam, ok. Et quand c'est congruent pour une addition à droite, ça va plus vite que quand c'est incongruent. Donc une addition avec une cible à gauche, ça prend plus de temps qu'une addition avec une cible à droite. Même chose pour la soustraction. Une soustraction avec une cible à gauche, ça va plus vite qu'une soustraction avec une cible à droite. Parce que l'attention est déjà déplacée vers la gauche pour la soustraction et à droite pour l'addition. Et ça nous aide à détecter cette stimulus. Et là, c'est une méta-analyse qui montre que ça, c'est reproductible plutôt pour l'addition. Pour soustraction, c'est un peu plus faible. Et cet effet, il émerge autour de 9-10 ans. Avant, il n'est pas là. Donc, on a testé plusieurs groupes d'âge. Et maintenant, on a prolongé à gauche. Donc, on a testé les enfants encore plus jeunes. Et on a reproduit cet effet que cette biais attentionnel, elle apparaît à l'âge de 9-10 ans, pas avant. Peut-être parce qu'à partir de cet âge-là, notre représentation du nombre est vraiment spatiale et avant, elle n'est pas encore. On ne sait pas. C'est des hypothèses qu'il faut tester maintenant. Tout ça, c'est encore en route. Donc, voilà le modèle que je vous ai présenté avec plusieurs idées, avec une ligne mentale numérique orientée dans l'espace. À partir de quel moment, on ne sait pas encore. Reste à tester parce qu'on ne peut pas faire les mêmes types d'expériences avec les enfants qu'avec les adultes. Ils ne sont pas aussi patients. Et c'est pour ça qu'on ne trouve toujours pas la même correspondance. On a du mal à trouver les bons paradigmes pour montrer avec la même finesse les effets qu'on trouve chez les adultes, chez les enfants. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, André. On va prendre quelques questions, si vous en avez. Merci beaucoup. J'ai deux questions en fait. Enfin, j'en ai plein, mais je te parlerai plus tard parce que là, ça va ennuyer tout le monde. Mais je vais en poser deux. Est-ce que tu peux remettre ta slide sur ton expérience avec Pinheiro Chagas, celle où tu as les 3 tâches Oui. Non. Emmanuel Sander me dit que c'est la première des 2 questions, mais non. C'est là où... Oui, alors effectivement, et donc du coup, là, donc tu as 3 tâches, et ton but, c'est de tester quelle est l'hypothèse qui sera la plus à même de rendre compte des résultats, donc soit le core déficit, soit l'access. Oui. Mais toi, tes hypothèses, c'était quoi exactement là-dessus, en fait? Est-ce que c'était que si c'était core déficit, tu allais avoir, dès le début, des différences entre tes MD et tes contrôles? Tout à fait. Mais pourtant, dans la deuxième tâche, tu as quand même une dimension symbolique. Est-ce que ce n'est pas la seule tâche dans laquelle les enfants ou les adultes doivent donner une réponse verbale? C'est ça. Mais est-ce que ça, ce n'est pas un problème pour toi? C'est-à-dire que dans les autres tâches, il n'y a pas du tout de recours au symbolique. Et dans cette tâche-ci, il y a recours à un symbolique puisque tu dois traduire ton estimation dans un format symbolique.
C'est exactement ça. Dans la première tâche, il n'y a pas de recours au symbolique, mais on voit aussi qu'il n'y a pas de différence entre les MD et les contrôles. Donc c'est cette tâche-là qui va à l'encontre de cette hypothèse de corps déficit. Oui, et ton deuxième résultat, il va pour toi dans quel sens? Le deuxième résultat, c'est un peu plus compliqué parce qu'au début, on peut s'imaginer que la représentation des symboles, l'association des symboles avec les quantités n'est pas encore très futée, pas encore très établie. Donc c'est pour cela peut-être les MD ont plus de mal de faire ça, Donc, mais ils rattrapent. Parce donc qu'à la ça, fin, c'est ils ont toujours 12 tout ans. à fait cohérent avec l'access Oui, tout à fait. hypothesis. Oui. Ah d'accord. Et c'est sur le dernier que tu dis que là, on ne sait pas trop bien comment Voilà. interpréter les choses, Voilà. parce que tu as une différence dès le départ. Oui, Mais en même temps, c'est une addition, tout à et fait. que peut-être qu'une addition, il faut quand même une connaissance formelle pour pouvoir comprendre ne serait-ce que le concept d'addition, non? Oui. Parce que surtout que c'est des grandes quantités. Donc finalement, j'ai l'impression que ça va aussi dans le sens de... Ça pourrait aller aussi dans le sens de l'access plutôt que du core déficit, non? C'est pour cela aussi que j'ai dit qu'on discute avec plusieurs analyses que je n'ai pas montrées, que ça va plutôt à l'encontre de core déficit et plutôt en faveur de access déficit. D'accord, ok, Mais bah, ce n'est super. pas décisif. Ok, super, merci. Et puis sinon, plus général, sur les effets de distance dans le système non symbolique et dans le système symbolique, avec Oui. l'idée que si on avait exactement tout le temps les mêmes, disons, réactions psychophysiques, Oui, ouais. alors ce seraient deux systèmes qui seraient identiques. Oui. Mais est-ce que, par exemple, quand on fait des tâches sur l'alphabet, qui est quelque chose qui est purement ordonné, mais où il n'y a pas de notion de cardinalité, on n'a pas aussi des effets de distance pour le coup? Et du coup, Si. alors, si tu as les mêmes effets de distance sur l'alphabet et sur le non symbolique numérique, tu vas pas dire que ça relève des mêmes processus et des mêmes mécanismes. Non. Donc, Et c'est pour ça que j'argumente toujours maintenant que ces effets de distance, ils ne sont pas une preuve pour soutenir l'idée qu'il y a une représentation spatiale. ok, ça veut dire que même s'il y avait un overlap entre disons, les résultats psychophysiques entre le non symbolique et le symbolique, bah, ça pourrait quand même pas dire que ça relève forcément des mêmes systèmes ou des mêmes mécanismes cognitifs. Oui, oui. Par contre, si c'est différent, là, tu peux commencer à parler, c'est ça? Oui. Ok. Donc l'un, ce n'est pas décisif, Mais mais l'autre ce qu'on voit là, ce n'est pas en accord avec ça. Ok. Et là, je suis désolée, dernière question, mais là, ça va peut-être plus vous intéresser. Du coup, qu'est-ce que tu en conclus au niveau de l'enseignement? C'est-à-dire que qu'est-ce Là, qu'on rien. doit... on pourrait, parce que donc s'il y a une rupture à un moment donné, cette rupture-là, est-ce que ça veut dire que les systèmes ont toujours été indépendants les uns des autres? Enfin, je veux dire, pourquoi? Parce que tu as parlé du terme de rupture, mais qui te dit que les systèmes ils sont pas complètement indépendants dès le début? Et donc à ce moment-là, en termes d'enseignement, Dès le début, ils ne sont pas là. Dès le début, on n'a que le ANS. Ouais. Il n'y a pas de système symbolique. Voilà. Et donc après, le système symbolique, il est appris à l'école. Oui, Et donc émerge, là, oui. l'idée, c'est est-ce qu'il a un rapport avec ce système non symbolique ou pas? C'est ça la question. Voilà. Et toi, ta réponse, c'est on ne sait pas. Ma réponse, c'est qu'il y a des études qui montrent que ce lien-là n'est pas si évident que ça. Ok. Et donc voilà, ma question, c'est dans un cas ou dans l'autre, les conséquences que ça aurait sur l'enseignement, c'est quoi? Il y en a quand même, je pense. Je ne sais pas encore. Ok. Pour l'instant, ça veut juste dire qu'on a une représentation spatiale aussi pour les symboles. Donc ça, je n'en change pas. Tout ce que ça montre, ça ne fait pas toujours référence à ce système de bruité psychophysique, visuelle des quantités non symboliques. C'est ce lien-là qui est souvent fait que je conteste, qui n'est pas toujours là, qui n'est pas si évident. C'est tout à fait possible qu'on a vraiment développé des catégories, des chiffres, des nombres, mots nombres, tout ça. C'est des catégories qui font appel à une quantité précise. Ok. Non, mais c'est super parce que c'est vrai que ces questions, elles sont cruciales en termes d'enseignement, puisque s'il y avait un lien complètement direct, alors il faudrait, en maternelle par exemple, beaucoup travailler des tâches d'estimation, etc. Si c'est pas le cas, ce serait moins le cas. Donc il y a des vraies conséquences. Mais voilà, je te remercie. Oui. Pour l'instant, c'est un peu prématuré de répondre, mais c'est pour montrer que effectivement, ces questions-là, elles sont fantastiques. Donc je te remercie de les poser.
Merci. Alors, on va terminer pour la matinée. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Et on se retrouve à 14h. Là, tout le monde est invité à aller manger. Merci beaucoup. Merci. Je voulais